Sur cette route à sens unique, je suis bien positionné dans cette voie. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsque vous conduisez sur une route à plusieurs voies, il est important de rester sur la voie de droite si elle est libre. Cette règle existe pour permettre une meilleure circulation et faciliter les dépassements. Par exemple, si un véhicule d'urgence tel qu'un camion de pompiers ou une voiture de police a besoin de passer. Toutefois, attention, vous risquez potentiellement une amende pouvant aller de 22 à 75 euros. Sur cette route à sens unique, je suis bien positionné dans cette voie. Réponse B, non. Le stationnement à gauche se fait en réponse A, créneau, réponse B, bataille, réponse C, épi. Le stationnement en créneau se fait parallèlement au trottoir, votre voiture étant alignée avec les autres véhicules le long de la route. Le stationnement en bataille, lui, se fait perpendiculairement au trottoir, l'avant ou l'arrière de votre véhicule faisant face au trottoir. On le trouve généralement dans les parkings ou les grandes places. Enfin, le stationnement en épi est un compromis entre les deux. Votre voiture est garée en diagonale par rapport au trottoir, formant un angle d'environ 45 degrés. Ce type de stationnement est pratique car il permet de garer plus de véhicules que le stationnement en bataille tout en facilitant les manœuvres par rapport au créneau. Le stationnement à gauche se fait en réponse B, bataille. Ce panneau annonce réponse A, une zone limitée à 30 km/h, réponse B, une zone fermée à la circulation, réponse C, une zone à faible émission mobilité. Les zones à faible émission mobilité ZFE sont mises en place afin de réduire les émissions de pollution dans les grandes agglomérations comme Paris, Lyon ou Marseille et améliorer la qualité de l'air. Chaque véhicule doit afficher une vignette critère sur son pare-brise, indiquant ainsi son niveau d'émission de pollution atmosphérique afin de pouvoir circuler dans ces zones. Les vignettes critères sont classées selon différentes catégories de véhicules. Dans ce cas, le panneau indique que les véhicules ayant une vignette allant de 0 à 4 sont autorisés à circuler. Rouler dans ces zones sans vignette vous expose à une amende de 68 euros. Une zone limitée à 30 km/h est signalée par ce panneau et une zone fermée à la circulation par celui-ci. Ce panneau annonce, réponse C, une zone à faible émission mobilité. La signalisation est réponse A permanente, réponse B temporaire. Je risque de croiser des ouvriers travaillant près de la chaussée. Réponse C oui, réponse D non. Les panneaux de travaux font partie des panneaux de signalisation temporaire. Ils préviennent les usagers de la route d'une modification due à un trafic perturbé par un chantier ou un événement. Ils ont la particularité d'avoir toujours un fond jaune orangé et prévalent sur la signalisation habituelle. Dans le code de la route, cette signalisation temporaire impose une extrême prudence aux conducteurs. Tout type de panneaux du code de la route peuvent avoir leur version temporaire, panneaux de danger, d'interdiction ou d'obligation. La signalisation est réponse B temporaire, je risque de croiser des ouvriers travaillant près de la chaussée, réponse C oui, réponse B et C. La meilleure façon de traverser cette route est de réponse A, passer devant le bus, réponse B, passer derrière le bus, réponse C, emprunter un passage piéton.
La meilleure façon de traverser cette route est d'emprunter un passage piéton. Traverser devant ou derrière un bus peut être extrêmement dangereux. Lorsque vous conduisez, méfiez-vous toujours des bus et des tramways à l'arrêt. Des piétons peuvent surgir devant vos roues. Lorsque vous êtes à pied, favorisez toujours les passages piétons. Cela permet au conducteur de mieux anticiper votre passage. La meilleure façon de traverser cette route est de, réponse C, emprunter un passage piéton. Je suis autorisé à m'arrêter le long du trottoir pour faire descendre mon passager. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une bande cyclable est clairement visible sur la chaussée. Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur un espace réservé aux cyclistes. Vous devez donc trouver un endroit où il n'y a ni bande cyclable ni autre restriction pour permettre à votre passager de descendre en toute sécurité sans gêner les autres usagers de la route, en particulier les cyclistes. Attention, s'arrêter ou stationner sur une bande ou piste cyclable est passible d'une amende de 135 € et d'une perte de 3 points. Je suis autorisé à m'arrêter le long du trottoir pour faire descendre mon passager. Réponse B, non. Si tu souhaites obtenir ton code rapidement, abonne-toi, mets un like pour plus de contenu et dis-moi dans les commentaires à combien de fautes tu en es. La zone principale de danger se trouve en réponse A, zone 1, réponse B, zone 2. En zone 1, la visibilité est réduite à cause des obstacles visuels de part et d'autre du passage piéton, ce qui rend difficile de repérer des piétons qui pourraient traverser soudainement. Bien que dans la zone 2, une personne range des objets dans son coffre, cela ne représente pas un danger immédiat. Il faut donc redoubler de vigilance en zone 1, notamment à l'approche des passages piétons, où les piétons peuvent surgir de manière imprévisible. La zone principale de danger se trouve en réponse A, zone 1. Afin que le conducteur de ce poids lourd puisse mieux détecter ma présence. Réponse A, je me rapproche du camion. Réponse B, je klaxonne. Réponse C, je me décale légèrement. Lorsque vous vous trouvez derrière un poids lourd, le conducteur peut avoir du mal à vous voir, surtout si vous êtes trop près. La meilleure manière pour qu'il vous détecte est de vous décaler légèrement vers la gauche ou la droite afin d'être visible dans ses rétroviseurs. Il ne faut surtout pas vous rapprocher trop près du camion, car cela réduirait encore plus sa capacité à vous repérer. Pour rappel, l'utilisation du klaxon n'est autorisée qu'en cas de danger immédiat. Dans le cas contraire, il peut être perçu comme une agression. Afin que le conducteur de ce poids lourd puisse mieux détecter ma présence, réponse C, je me décale légèrement. Lorsque je me déplace en trottinette électrique, je suis autorisé à rouler sur les trottoirs. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je suis tenu de souscrire à une assurance. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les usagers de trottinettes électriques, gyropodes, monoroues et autres cyclomobiles à assistance électrique, que l'on appelle communément EDPM, engins de déplacement personnel motorisés, ont interdiction de circuler sur les trottoirs. Ils doivent utiliser les bancs des pistes cyclables ou la chaussée lorsque c'est permis. Ils ont également l'obligation de souscrire à une assurance couvrant à minima les dégâts causés à un tiers. Les EDPM sont très réglementés. Vous risquez une amende de 135 € si vous roulez sur le trottoir ou si vous portez des oreillettes. Une amende de 1 500 € en cas de véhicule non homologué ou d'excès de vitesse. Enfin, l'amende grimpe à 3 750 € en cas de défaut d'assurance. Lorsque je me déplace en trottinette électrique, je suis autorisé à rouler sur les trottoirs. Réponse B, non. Je suis tenu de souscrire à une assurance. Réponse C, oui. Réponse B et C.
La voie de gauche est réservée aux véhicules à très faible émission. Réponse A, oui. Réponse B, non. Aux véhicules ayant au moins 2 occupants à bord. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce type de voie réservée est généralement ouvert aux véhicules ayant au moins 2 occupants à bord, quelle que soit la relation entre eux. 2 covoitureurs, un couple, un parent et son enfant, 2 collaborateurs, cette pratique est considérée comme du covoiturage. Les motos sont de la même manière autorisées à emprunter ces voies si 2 personnes sont sur le véhicule. Aux véhicules à très faible émission, qui sont détenteurs d'une vignette critère zéro émission, c'est-à-dire les véhicules 100% électriques ou à hydrogène, quel que soit le nombre de personnes à bord, au transport en commun, au taxi, y compris s'ils n'ont aucun passager. Un conducteur qui circule sur une voie réservée alors qu'il n'en a pas le droit est passible d'une amende de 135 €. La voie de gauche est réservée aux véhicules à très faible émission, réponse A, oui. Aux véhicules ayant au moins 2 occupants à bord, réponse C, oui. Réponse A et C. En cas d'accident, je dois, réponse A, protéger, secourir, alerter. Réponse B, alerter, protéger, secourir. Réponse C, secourir, protéger, alerter. Réponse D, protéger, alerter, secourir. En cas d'accident, il faut d'abord protéger les lieux de l'accident en évitant que d'autres véhicules soient impliqués, par exemple en mettant en place des triangles de présignalisation. Ensuite, il est crucial d'appeler les secours, c'est-à-dire appeler les numéros d'urgence comme le 112, le 15, le 17 ou le 18 pour signaler l'accident. Enfin, si c'est possible et sans danger pour vous, vous pouvez secourir les victimes en leur apportant les premiers soins de base en attendant l'arrivée des secours. En cas d'accident, je dois, réponse D, protéger, alerter, secourir. La signalisation indique que je bénéficierai de la priorité à la prochaine intersection. Réponse A, oui. Réponse B, non. Que la vitesse pourra être limitée à. Réponse C, 30 km/h. Réponse D, 50 km/h. La signalisation à droite indique que la route est maintenant prioritaire à toutes les intersections qui suivront. Cela signifie que vous bénéficierez de la priorité à la prochaine intersection. Le caractère prioritaire reste en place jusqu'à ce qu'un nouvel élément de signalisation vienne y mettre fin. Ces panneaux peuvent se trouver soit au niveau d'une intersection, soit comme ici en entrée d'agglomération. Le panneau d'entrée en agglomération m'annonce implicitement que ma vitesse est maintenant limitée à 50 km/h. Rappelez-vous également qu'en agglomération, il existe des zones limitées à 30 km/h ainsi que des zones de rencontre limitées à 20 km/h. La signalisation indique que je bénéficierai de la priorité à la prochaine intersection, réponse A, oui, que la vitesse pourra être limitée à, réponse C, 30 km/h, réponse D, 50 km/h. Réponse A, C et D. À cette intersection, je bénéficie de la priorité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je place mon pied au-dessus de la pédale de frein. Réponse C, oui. Réponse D, non. À cette intersection, puisqu'il n'y a ni panneau de signalisation ni marquage au sol, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Cela signifie que les véhicules venant de votre droite ont la priorité. Je dois laisser passer les véhicules arrivant de droite. De plus, il est conseillé de placer votre pied au-dessus de la pédale de frein,
afin d'être prêt à ralentir ou à vous arrêter si nécessaire, surtout dans des situations où la priorité n'est pas clairement signalée. Attention, le non-respect des règles de priorité peut entraîner une amende de 135 € et une perte de 4 points. À cette intersection, je bénéficie de la priorité. Réponse B, non. Je place mon pied au-dessus de la pédale de frein. Réponse C, oui. Réponse B et C. Pour réaliser des économies de carburant, le régime du moteur doit être réponse A, haut, réponse B, bas. Pour réaliser des économies de carburant, le régime du moteur doit être bas. En effet, lorsque le moteur tourne à un régime élevé, il consomme plus de carburant car il fonctionne plus rapidement et nécessite plus d'énergie. En maintenant un régime moteur bas, idéalement entre 1500 et 2000 tours par minute, vous pouvez limiter cette consommation et ainsi économiser du carburant tout en préservant le moteur. Pour réaliser des économies de carburant, le régime du moteur doit être réponse B, bas. Une fois que les véhicules d'en face seront passés, je suis autorisé à me garer sur la place à gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans cette situation, même après le passage des véhicules venant en face, il est interdit de vous garer à gauche car cela vous obligerait à stationner à contresens de la circulation. En France, il est interdit de se garer dans le sens opposé à la marche, c'est-à-dire sur la gauche de la chaussée. Si la route était à sens unique, le stationnement aurait été autorisé. Vous devez donc toujours stationner dans le sens de circulation. Il est important de souligner que l'espace de livraison à droite est également interdit au stationnement. Ces deux infractions sont passibles d'une amende de 35 €. Une fois que les véhicules d'en face seront passés, je suis autorisé à me garer sur la place à gauche. Réponse B, non. La distance de sécurité avec le véhicule qui me précède est suffisante. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour dépasser, je mets immédiatement mon clignotant. Réponse C, oui. Réponse D, non. La distance entre mon véhicule et celui qui me précède est équivalente à 2 bandes d'arrêt d'urgence. Ma distance de sécurité est donc correcte. Ne voyant aucun usager dans mon rétroviseur, j'active immédiatement mon clignotant gauche. Cela me permet d'entamer le dépassement des véhicules devant moi avant que l'espace de sécurité ne diminue. La distance de sécurité avec le véhicule qui me précède est suffisante. Réponse A, oui. Pour dépasser, je mets immédiatement mon clignotant. Réponse C, oui. Réponse A et C. Le classement critère est défini selon réponse A, le type de motorisation, réponse B, l'énergie ou le carburant utilisé, réponse C, le numéro d'immatriculation, réponse D, la date de mise en circulation du véhicule. La vignette critère est un dispositif de classification environnementale des véhicules. Elle est déterminée principalement par la date de première mise en circulation, le type de motorisation du véhicule ainsi que sa source d'énergie. Cette vignette est obligatoire pour circuler dans les zones à faible émission de certaines villes comme Paris, Lyon ou Marseille. Ne pas la posséder est passible d'une amende de 68 €. Elle catégorise les véhicules en 6 classes. L'échelle va de 0 à 5. Le numéro 0 représente les véhicules les plus propres, généralement électriques ou à hydrogène, jusqu'au numéro 5 désignant les véhicules les plus anciens et les plus polluants. Le classement critère est défini selon réponse A, le type de motorisation, réponse B, l'énergie ou le carburant utilisé, réponse D, la date de mise en circulation du véhicule, réponse A, B et D. Ce panneau annonce réponse A, un sens interdit, réponse B, un sens unique, réponse C, que la circulation est interdite.
Comme tous les panneaux d'interdiction, celui-ci est de forme ronde, sans pictogramme ou indication au centre. Il interdit donc de circuler aux véhicules dans les deux sens. Peu présent sur les axes très fréquentés, il trouve souvent sa place à l'entrée de chemins privés, forestiers ou encore à l'entrée de parking. Le non-respect de ce panneau est puni d'une amende de 135 € et d'un retrait de 4 points. Un sens interdit est matérialisé par ce panneau et un sens unique par ce panneau. Ce panneau annonce, réponse C, que la circulation est interdite. Que ce soit à gauche ou à droite, je dois être prêt à croiser en sens inverse. Réponse A, un cycliste. Réponse B, une trottinette électrique. Réponse C, un poids lourd. Dans cette situation, il faut être prêt à croiser des cyclistes ou des engins de déplacement personnel motorisés circulant en sens contraire. Les panneaux indiquent que la rue est à sens unique pour les véhicules motorisés. Cela signifie qu'aucun véhicule motorisé ne circulera vers moi. Le panneau rond avec un camion interdit l'accès à droite aux véhicules transportant des marchandises. Que ce soit à gauche ou à droite, je dois être prêt à croiser en sens contraire. Réponse A, un cycliste. Réponse B, une trottinette électrique. Réponse A et B. En période probatoire, après ce panneau, je suis autorisé à rouler à réponse A 70 km/h, réponse B 80 km/h, réponse C 90 km/h. En période probatoire ou hors période probatoire, les routes hors agglomération à double sens de circulation sont limitées à 80 km/h. Je suis également autorisé à rouler à une vitesse inférieure. Sur ce type de route, il existe une exception, le créneau de dépassement. Il s'agit d'une voie supplémentaire qui vient se greffer à la route principale. La limitation de vitesse est augmentée à 90 km/h, mais uniquement pour les conducteurs qui ne sont pas en période probatoire. Sur l'image, ce panneau met fin à ce créneau de dépassement. Attention, un excès de vitesse inférieur à 20 km/h avec une vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h est sanctionné d'une amende de 68 € et d'un retrait d'un point. En période probatoire, après ce panneau, je suis autorisé à rouler à réponse A 70 km/h, réponse B 80 km/h, réponse A et B. Sur l'autoroute, la vitesse des poids lourds est généralement limitée à réponse A 90 km/h, réponse B 110 km/h. La limitation de vitesse des poids lourds sur l'autoroute est généralement fixée à 90 km/h pour des raisons de sécurité et de gestion du trafic. En général, les poids lourds sont soumis à une vitesse maximale inférieure à celle des véhicules légers. Cette restriction vise à réduire les risques d'accident en raison de la masse et de la capacité de freinage plus limitée des poids lourds. Sur l'autoroute, la vitesse des poids lourds est généralement limitée à, réponse A, 90 km/h. À ce péage, combien de voies sont réservées exclusivement au télépéage? Réponse A, une voie. Réponse B, deux voies. Réponse C, 3 voies. Réponse D, 4 voies. Il est nécessaire d'observer les panneaux de signalisation situés au-dessus des voies. Sur l'image, deux voies sont marquées avec le symbole du télépéage, une lettre T orange sur fond noir. Ces panneaux indiquent que ces voies sont destinées uniquement aux véhicules équipés d'un badge de télépéage. À l'inverse des autres emplacements de paiement, il permet un passage rapide et automatisé sans avoir à s'arrêter. À ce péage, combien de voies sont réservées exclusivement au télépéage? Réponse B, 2 voies. S'arrêter ou stationner devant un panneau de signalisation ou une intersection bloquant la visibilité est réponse A toléré, réponse B dangereux, réponse C puni d'une amende de 135 €.
S'arrêter ou stationner devant un panneau de signalisation comme un panneau stop ou à une intersection est dangereux car cela bloque la visibilité des autres usagers. Cette infraction est punie d'une amende de 135 €. Cela peut provoquer des accidents en empêchant les autres conducteurs de bien voir la route ou les autres véhicules qui arrivent. S'arrêter ou stationner devant un panneau de signalisation ou une intersection bloquant la visibilité est réponse B dangereux, réponse C puni d'une amende de 135 €. Réponse B et C. La ceinture de sécurité et l'appui-tête sont des éléments de sécurité. Réponse A, active. Réponse B, passive. Les éléments de sécurité passive travaillent ensemble pour protéger les occupants d'un véhicule lorsqu'un accident n'a pas pu être évité, contrairement aux éléments de sécurité active qui visent à prévenir les accidents. Les principaux éléments passifs sont la ceinture de sécurité, l'airbag, les appuis-tête et le pare-brise. Les principaux éléments actifs sont l'ABS, l'assistance au freinage d'urgence ou le régulateur de vitesse adaptatif. Ils jouent un rôle actif dans la réduction des risques d'accident. La ceinture de sécurité et l'appui-tête sont des éléments de sécurité. Réponse B, passive. Par rapport à la situation 1, l'adhérence est 2 fois moins bonne dans la situation 2. Réponse A, oui. Réponse B, non. La distance de freinage est 2 fois plus longue. Réponse C, oui. Réponse D, non. Dans la situation 2, où la route est mouillée, l'adhérence est environ 2 fois moins bonne que dans la situation 1, où la route est sèche. Cela signifie que la capacité des pneus à bien adhérer à la chaussée est réduite. Par conséquent, la distance de freinage sera environ 2 fois plus longue. Le véhicule mettra plus de temps à s'arrêter. Par rapport à la situation 1, l'adhérence est 2 fois moins bonne dans la situation 2. Réponse A, oui. La distance de freinage est 2 fois plus longue. Réponse C, oui. Réponse A et C. Les feux de croisement éclairent. Réponse A, plus loin à droite. Réponse B, plus loin à gauche. Réponse C, à égale distance à gauche et à droite. Lorsque je croise un autre usager alors qu'il est en feu de route, le conducteur doit absolument passer en feu de croisement pour ne pas éblouir l'autre automobiliste. Ces feux ont également été pensés pour ne pas aveugler les autres usagers, car ils éclairent plus loin du côté droit de la chaussée que du côté gauche. À noter, les feux de croisement ont une portée de 30 mètres minimum. Les feux de croisement éclairent, réponse A, plus loin à droite. La direction assistée fonctionne, moteur allumé, réponse A oui, réponse B non. Moteur éteint, réponse C oui, réponse D non. Tous les véhicules récents sont équipés de la direction assistée. Elle facilite la rotation du volant et des roues, ce qui améliore la maniabilité du véhicule, surtout à basse vitesse ou lors des manœuvres. La direction assistée fonctionne moteur allumé, réponse A oui, moteur éteint, réponse D non, réponse A et D. Avec mon permis B, je peux transporter jusqu'à réponse A 6 passagers, réponse B 8 passagers, réponse C 10 passagers. En tant que titulaire du permis B, le conducteur peut transporter jusqu'à 8 passagers au maximum. Si on additionne le conducteur, cela fait 9 personnes au total. Pour pouvoir transporter plus de 8 personnes, il faudra passer le permis D. Avec mon permis B, je peux transporter jusqu'à, réponse B, 8 passagers. Un coffre de toit augmente la consommation de carburant lorsqu'il est vide. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsqu'il est chargé. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Un coffre de toit augmente la consommation de carburant. Ce n'est pas tellement le poids qui entraîne cette surconsommation, mais sa prise au vent. Donc, qu'il soit vide ou plein, cela ne change pas grand-chose. S'il est vide, autant le retirer. Un coffre de toit augmente la consommation de carburant lorsqu'il est vide, réponse A oui. Lorsqu'il est chargé, réponse C oui. Réponse A et C. Le réglage des rétroviseurs se fait, réponse A, avant d'avoir réglé le siège et le dossier, réponse B, après avoir réglé le siège et le dossier. Le réglage des rétroviseurs doit s'effectuer en conditions de conduite. Je dois d'abord régler l'assise, ma distance aux pédales, et le dossier, ma distance au volant. Si je règle le rétroviseur en premier, puis le réglage de mon siège, l'angle de mon rétroviseur sera modifié, ce qui m'obligera à le régler à nouveau. Le réglage des rétroviseurs se fait, réponse B, après avoir réglé le siège et le dossier. Je continue tout droit. Réponse A oui, réponse B non. Le panneau rouge avec la barre blanche indique une interdiction de passage pour tous les véhicules. C'est un panneau sens interdit. En dessous de ce panneau, il y a deux panonceaux. L'un indique sauf bus et l'autre sauf vélo. De plus, sur la route, il y a un marquage au sol avec l'inscription bus. Attention, continuer tout droit vous expose à un retrait de 4 points et une amende de 135 euros. Comme vous ne conduisez ni bus ni vélo, vous ne pouvez pas continuer tout droit sur cette voie. Je continue tout droit, réponse B, non. Je circule, réponse A, sur une route nationale, réponse B, sur une route départementale, réponse C, sur une route européenne. Le panonceau rouge en haut du panneau annonce que je circule sur la N205, c'est une route nationale. Le panneau vert à côté indique également que je circule sur une route européenne, la E25. Ces routes traversent de nombreux pays de l'Union européenne. Les autoroutes sont indiquées par un panonceau rouge avec la lettre A et les départementales avec un panonceau jaune et la lettre D. Je circule, réponse A, sur une route nationale, réponse C, sur une route européenne, réponse A et C. La portée minimale des feux de route est de réponse A 50 mètres, réponse B 100 mètres, à 100 km/h. La distance d'arrêt est de réponse C 50 mètres, réponse D 100 mètres. La portée minimale des feux de route est de 100 mètres. À 100 km/h, la distance d'arrêt, c'est-à-dire la distance nécessaire pour s'arrêter complètement après avoir freiné, est également de 100 mètres. Pour calculer la distance d'arrêt, il suffit de multiplier le ou les premiers chiffres de la dizaine par lui-même. 10 fois 10 est égal à 100, donc à 100 km/h, il faudra environ 100 mètres pour m'arrêter. À noter, la distance d'arrêt prend en compte le temps de réaction et la distance de freinage. La portée minimale des feux de route est de réponse B 100 mètres, à 100 km/h, la distance d'arrêt est de réponse D 100 mètres, réponse B et D. Pour passer l'examen du permis en conduite anticipée, il faut réponse A avoir parcouru plus de 3000 km, réponse B avoir pratiqué la conduite pendant au moins 1 an. Pour passer l'examen du permis en conduite supervisée, il faut réponse C avoir parcouru plus de 3000 km, réponse D avoir pratiqué la conduite pendant au moins 1 an.
Dans le cadre de la conduite anticipée, qui permet d'obtenir son permis dès 17 ans, le candidat est tenu de respecter 2 critères. Parcourir un minimum de 3000 km et pratiquer la conduite pendant au moins 1 an sous supervision. En revanche, la conduite supervisée n'impose ni kilométrage minimum, ni durée spécifique d'apprentissage. Elle s'apparente à la formule classique avec un âge minimum de 18 ans et 20 heures de conduite obligatoire. Dans la majorité des cas, les candidats choisissent la conduite supervisée après un échec à l'épreuve de conduite. Pour passer l'examen du permis en conduite anticipée, il faut réponse A, avoir parcouru plus de 3000 km, réponse B, avoir pratiqué la conduite pendant au moins 1 an, réponse A et B. Il existe du liquide lave-vitre spécialement conçu pour l'été. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'hiver, réponse C, oui. Réponse D, non. Il existe en effet du lave-vitre ou du lave-glace d'été et du lave-glace d'hiver. Le lave-glace été est plutôt spécialisé dans le nettoyage des impacts sur le pare-brise, dus aux collisions avec des insectes. Le lave-glace hiver est moins efficace contre les insectes, mais sa composition est prévue pour ne pas geler, ce qui peut s'avérer très utile si la température descend en dessous de 0, en particulier le matin. Si le liquide gèle dans le circuit, il détériorera le système et des frais seront à prévoir pour le remplacer. Il existe du liquide lave-vitre spécialement conçu pour l'été, réponse A oui, l'hiver, réponse C oui, réponse A et C. Par temps de pluie, les limitations de vitesse sont réduites en raison, réponse A, de la baisse de visibilité, réponse B, de la réduction de l'adhérence. Cet abaissement de vitesse concerne les jeunes conducteurs, réponse C oui, réponse D non. Lorsqu'il pleut, les vitesses maximales autorisées sont réduites en raison de la visibilité réduite et de la diminution de l'adhérence des véhicules. Sur autoroute, la limite passe à 110 km/h, sur les routes à chaussées séparées à 100 km/h. Et les sections habituellement limitées à 90 km/h sont abaissées à 80 km/h. Cependant, ces réductions ne s'appliquent pas aux conducteurs en période probatoire qui doivent respecter ces mêmes limitations, 110, 100 et 80 km/h, indépendamment des conditions météorologiques. Par temps de pluie, les limitations de vitesse sont réduites en raison, réponse A, de la baisse de visibilité, réponse B, de la réduction de l'adhérence. Cet abaissement de vitesse concerne les jeunes conducteurs, réponse D, non, réponse A, B et D. Dépasser la limitation de vitesse de plus de 50 km/h m'expose à une amende de 1500 €. Réponse A, oui, réponse B, non. À la confiscation du véhicule, réponse C oui, réponse D non. Dépasser la limite de vitesse autorisée de plus de 50 km/h peut entraîner des conséquences sévères. En cas d'infraction, vous risquez de recevoir une amende de 1500 € et la possibilité que votre véhicule soit confisqué, de perdre votre permis, de ne pas pouvoir repasser le permis rapidement, de devoir payer un avocat. Donc attention aux excès de vitesse. Dépasser la limitation de vitesse de plus de 50 km/h m'expose à une amende de 1500 €. Réponse A oui. La confiscation du véhicule, réponse C oui. Réponse A et C. Lorsque ma vitesse passe de 50 km/h à 60 km/h, ma distance d'arrêt, réponse A, ne change pas. Réponse B, augmente d'environ 5 mètres. Réponse C, augmente d'environ 10 mètres. Plus vous roulez vite, plus il vous faut de temps et de distance pour vous arrêter complètement. Cette distance inclut le temps de réaction, c'est-à-dire le moment où vous réalisez que vous devez freiner, et la distance de freinage, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que le véhicule s'immobilise après avoir appuyé sur le frein.
Lorsque vous augmentez votre vitesse de 50 km/h à 60 km/h, la distance d'arrêt augmente d'environ 10 mètres. Pour calculer la distance d'arrêt, il suffit de multiplier le ou les premiers chiffres de la dizaine par lui-même. Je multiplie 6 par lui-même, donc 6 fois 6 est égal à 36. Donc, à 60 km/h, il me faudra 36 mètres environ pour m'arrêter. À 50 km/h, 5 fois 5 égale 25 mètres. La différence entre 36 et 25 correspond à 10 mètres environ. Lorsque ma vitesse passe de 50 km/h à 60 km/h, ma distance d'arrêt, réponse C, augmente d'environ 10 mètres. Parmi ces équipements, le ou lesquels a ou ont pour rôle principal de réduire les distances de freinage. L'affût ou assistance au freinage d'urgence. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'ABS ou système anti-blocage des roues. Réponse C, oui. Réponse D, non. L'ABS, système anti-blocage des roues, n'impacte pas les distances de freinage, que ce soit sur sol sec ou glissant. Sa fonction principale est de permettre au conducteur de garder le contrôle du véhicule en cas de freinage puissant en évitant le blocage des roues. Quant à l'affût, assistance au freinage d'urgence, bien qu'il puisse contribuer à réduire le temps de freinage dans certaines situations, son rôle principal n'est pas de réduire significativement les distances de freinage. L'affût est conçu pour détecter un freinage d'urgence et amplifier la force de freinage utilisée par le conducteur, compensant ainsi la tendance naturelle des conducteurs à ne pas appuyer suffisamment fort sur la pédale de frein en situation d'urgence. Parmi ces équipements, lequel a pour rôle principal de réduire les distances de freinage? L'affût, réponse B, non. L'ABS, réponse D, non. Réponse B et D. Les poids lourds sont autorisés à continuer tout droit. Réponse A, oui. Réponse B, non. À droite, le panneau jaune S2 désigne un itinéraire. Réponse C, de substitution. Réponse D, bis. À cette intersection, les poids lourds ne sont pas autorisés à continuer tout droit, comme l'indiquent les panneaux d'interdiction sur fond blanc avec un camion et un bus. Les panneaux ronds bleus à droite obligent les poids lourds à prendre l'itinéraire de droite. En effet, le panneau jaune S2 sur la droite désigne un itinéraire de substitution. Un itinéraire de substitution est un itinéraire alternatif que les usagers de la route peuvent emprunter s'ils constatent une affluence extrêmement importante sur leur itinéraire principal. Ce type d'itinéraire est souvent mis en place dans des zones à risque d'engorgement. Afin d'éviter ce phénomène, les poids lourds sont automatiquement dirigés vers cet itinéraire alternatif. Les poids lourds sont autorisés à continuer tout droit, réponse B non. À droite, le panneau jaune S2 désigne un itinéraire, réponse C, de substitution, réponse B et C. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que tu as appris de nouvelles choses. N'hésite pas à mettre un like pour me récompenser et à tout de suite dans une prochaine vidéo.